Bonjour et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour suivre cette vidéo d'auto-formation sur la valorisation d'entreprise et notamment de son capital. Après avoir tenté de répondre à la première question, pourquoi cette valorisation est-elle essentielle pour une entreprise, nous tenterons de voir ici comment estimer cette valeur. Pour me présenter tout d'abord, je suis Pierre Frécon, fondateur du groupe Financière Florentine, spécialiste du financement des jeunes entreprises. Outre nos activités d'investisseurs professionnels, nous formons régulièrement des entrepreneurs à mieux appréhender les questions de trésorerie et de rentabilité. Aujourd'hui, nous mettons ce savoir à la disposition du plus grand nombre à travers des vidéos d'auto-formation gratuites comme celle-ci, mais aussi des sessions en présentiel et des livrets complets de formation et d'exercices. Dans la continuité de notre précédente session, nous revenons sur le besoin de valoriser des actions dont la vente permet à une entreprise d'acquérir des ressources financières de long terme. On distinguera les méthodes statiques qui ne donnent pas le sens de l'activité économique de l'entreprise, au contraire des méthodes dynamiques. Les valeurs statiques seront donc considérées comme des valeurs planchers ou garde-fous quand les valeurs dynamiques se rapprocheront mieux de la réalité actuelle de la valeur des actions. Commençons donc avec les valeurs statiques, la valeur patrimoniale ou de liquidation pour une entreprise en activité et la valeur travail qui pourra servir de valeur plancher à des entrepreneurs au début de leur aventure entrepreneuriale. Voici un schéma de l'entreprise tel que nous l'avons déjà vu, avec les ressources apportées à l'entreprise ou passifs par la droite, qui se manifestent en emploi ou actifs sur la gauche, qui vont permettre à l'entreprise de générer un bénéfice d'exploitation, qui sera lui-même une nouvelle ressource, amorçant ainsi un cercle économique vertueux. La liquidation de l'entreprise, c'est briser ce cercle économique en arrêtant l'exploitation, revendant les emplois à leur valeur vénale. Le produit de ces cessions sert à rembourser les dettes contractées auprès des créanciers et le reste, ou boni de liquidation, est reversé aux associés. L'estimation d'un tel boni de liquidation est la valorisation patrimoniale d'une entreprise. Cette estimation peut être importante, car si elle est sensiblement supérieure à la valeur dynamique d'une entreprise, ses propriétaires peuvent décider d'arrêter l'entreprise. Dans cette évaluation patrimoniale, des écarts substantiels peuvent résulter de la valeur vénale ou de marché de l'actif, qui est lui inscrit dans les comptes à sa valeur d'achat et en plus amorti fiscalement pour une immobilisation. Nous allons revenir sur ce point ici, sachant que les dettes du passif seront-elles remboursées à leur valeur faciale sans grande surprise. Prenons un exemple d'immobilisation. L'entreprise achète ses locaux. Elle inscrit cet achat dans ses immobilisations au coût d'acquisition. Comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle a acheté ses bureaux en piteux état dans un quartier assez désert. Elle en profite tout de suite pour faire des travaux et embellir ses locaux. Année après année, une charge d'amortissement sur les aménagements ramène la valeur comptable à la valeur d'achat du bien alors que la valeur réelle est celle d'un bien en bon état. De plus, le quartier se développe et les bureaux sont désormais dans une zone d'activité prisée. Au moment de la cession, une plus-value latente importante sera réalisée, intégrant la valeur réelle des locaux, hors amortissement, et dans un quartier qui a évolué. Deux exemples contrastés pour les stocks. Tout d'abord les produits finis, où se logent souvent les mauvaises surprises. Une entreprise fabrique des ordinateurs portables, soldés en fin de série lors de la liquidation. Le prix est vraiment attractif. Oui, car l'entreprise vient de fermer. Entre l'absence de service après-vente et la relation évidente entre niveau de qualité et destin tragique de l'entreprise, le stock de produits finis devient invendable. C'est souvent le cas avec les produits finis ou intermédiaires propres à forte valeur ajoutée. Pour les matières premières, nous risquons moins ce problème, car elles peuvent sans doute être réutilisées par des concurrents ou d'autres industries. Cependant, le hasard joue un grand rôle ici.
est-ce que les cours du cuivre, du cacao, de l'acier ont beaucoup monté ou baissé entre le moment d'achat, valeur comptable, et aujourd'hui, revente au cours du marché? En un mot, les créances, et notamment les créances clients. Tout comme les dettes seront remboursées à leur valeur faciale, les créances devraient l'être, sauf que si l'entreprise créancière est en train de disparaître, certains clients se feront un peu tirer l'oreille, à la fois parce que la relation économique est rompue, ils ne rachèteront rien à l'entreprise liquidée demain, et parce qu'ils savent que celle-ci aura de moins en moins de moyens pour exiger sa créance. Une évaluation patrimoniale doit donc se faire en gardant tous ces aspects à l'esprit. Ce qui a une valeur de marché, biens immobiliers, métaux et matières premières, se revendra facilement. Ce qui tient de l'activité de l'entreprise, relation avec ses clients, produits transformés, tendra à être fortement dévalué par son arrêt. La valeur travail est un conseil que nous donnons aux entrepreneurs qui se lancent, sans expérience de l'entrepreneuriat, mais avec un enthousiasme prêt à déplacer des montagnes. Je les matérialise dans mes vidéos par ces surfeurs. À la première augmentation de capital, alors que la société est elle-même pleine de promesses, mais n'a rien de tangible à montrer, comment valoriser l'apport en talent et travail des entrepreneurs? Eh bien, une valeur plancher, à nouveau, pourrait être le coût de développement du projet jusqu'au moment présent. Recrutement d'une équipe de qualité, travail de chacun, investissement pour développer des prototypes, lier des relations commerciales, faire de la communication ou monter un site internet. En prenant un peu de recul pour estimer ces coûts, dans la réalité du travail effectué, les entrepreneurs peuvent sonder. Premièrement, la bonne foi d'investisseurs potentiels qui devraient leur reconnaître à minima leur contribution au projet à sa valeur de coût. Leur capacité propre à travailler de façon efficace et avoir vraiment dégagé une valeur qui vaut la peine de concrétiser et faire fructifier dans leur entreprise. Après avoir vu les valeurs statiques, qui prennent tout leur sens comme valeurs plancher ou alternatives, attachons-nous aux valorisations dynamiques ou de continuité autour des multiples dont la sophistication nous permet d'arriver à la méthode DCF pour Discounted Cash Flows que nous décrirons très brièvement ici. L'évolution des méthodologies d'évaluation par multiples s'est faite en parallèle de l'estimation de la valeur stratégique intrinsèque de l'entreprise. Les multiples représentent une simplification de la compréhension de la puissance d'une entreprise en multipliant un indicateur financier, souvent issu du compte de résultat, donc à la fois annuel et immédiat, eu égard au dernier exercice comptable, à un nombre qu'on pourrait dès lors rapprocher à des années, qui donnent une dimension temporelle à la valorisation. Voyons cela à travers quelques exemples. Au début des années 80, la force d'une entreprise était sa part de marché, donc son chiffre d'affaires ou la taille du gâteau. La valorisation retenue était donc un multiple du chiffre d'affaires car la santé de l'entreprise découlait de son positionnement sur son secteur. On retrouvera ce type d'évaluation pour les commerces, souvent retenus par le fisc pour évaluer les fonds de commerce, ou les start-up qui dominent un nouveau marché, informatique, biotechnologie. Après deux chocs pétroliers, les mentalités ont évolué progressivement, et les années 90 ont été les années de la rentabilité. Pas seulement la taille du gâteau, part de marché, mais ce qu'il reste aux actionnaires une fois que tous les autres ont été servis. On a donc choisi des multiples du résultat d'exploitation ou de l'excédent brut d'exploitation en enlevant les charges du chiffre d'affaires généré. Les années 2000 ont quant à elles été celles du retour sur capital investi. C'est-à-dire plus seulement la taille du gâteau, ni même la taille de la part qui reste une fois que les autres ont été servis, mais la plus grosse part que l'on puisse se payer avec un billet de 5 €. On a donc repris la rentabilité de l'entreprise, mais en la divisant cette fois par la valeur du capital, pour avoir un ratio de rentabilité par action et calculer le retour financier d'un investissement. Même si très débattue, cette dernière est encore la méthode de base d'évaluation des actions, notamment sur les marchés boursiers.
Revenons ici un instant sur les multiples de rentabilité à travers un compte de résultats classique. Tout d'abord, affranchissons-nous des résultats exceptionnels, qui ne se reproduiront pas par essence, et de l'impôt sur les sociétés et la participation des salariés, qui s'appliquent à tous selon les mêmes règles, enfin normalement. Dans les années 70-80, on se focalisait sur le chiffre d'affaires. L'évaluation était donc un multiple de celui-ci. Puis ensuite, on a considéré la rentabilité. On a donc ôté de ce chiffre d'affaires toutes les charges de l'entreprise. Les matières premières et marchandises, charges externes, impôts et salaires. Dans le cas présent se pose ensuite la question des amortissements. Les amortissements sont à la base un cadeau fiscal aux entreprises qui leur permet de déduire une charge correspondant à l'usure de leurs immobilisations et réduisant ainsi leurs résultats imposables. De deux choses l'une pour une entreprise. Soit ces immobilisations durent très longtemps et l'amortissement correspond plutôt à un cadeau fiscal qu'à une réalité économique, alors il vaut mieux ôter les amortissements de l'évaluation et considérer un multiple de l'excédent brut d'exploitation. Par exemple, l'entreprise travaille essentiellement avec des presses d'imprimerie qui durent 30 à 50 ans, contre un amortissement sur 10 ans seulement. Soit les immobilisations durent peu de temps, alors il faut les renouveler constamment, et il y a bien une réalité économique derrière l'amortissement. Dans ce cas, je conseillerais de l'intégrer à l'évaluation et de considérer donc un multiple du résultat d'exploitation. Par exemple, l'entreprise détient essentiellement un parc d'ordinateurs obsolète tous les 3 ans. Une fois le solde de gestion choisi, la question suivante sera quel multiple? Il n'y a pas de réponse à cela, si ce n'est une chose à garder à l'esprit. Si l'entreprise est saine, c'est-à-dire raisonnablement endettée, et que son activité économique est lisible dans le temps, on prêtera à un acquéreur qui voudrait racheter le capital de l'entreprise environ 5 fois le résultat d'exploitation. Il ne fait donc pas sens de valoriser une entreprise moins de 5 fois son résultat d'exploitation, car l'acheteur pourrait théoriquement la racheter sans mettre un sou de sa poche. Pour affiner ce choix de multiple, le mieux est de prendre les données disponibles pour une entreprise similaire et de calculer le multiple approprié. Si ces données sont difficiles à obtenir, notamment en termes de valorisation, on pourra considérer les entreprises cotées, dont les comptes sont publics et la cotation donne une valeur du capital toujours à jour. Ce commentaire sur la situation financière de l'entreprise appelle enfin un dernier sujet, la situation financière. En effet, nous avons traité de la rentabilité, de la visibilité, de l'activité de l'entreprise, stable, égale, pas de modification du besoin en fonds de roulement, et des investissements à réaliser, choix de l'excédent brut d'exploitation ou du résultat d'exploitation. Mais nous n'avons pas parlé de la situation financière. Dans notre cas, une entreprise avec 2 millions de trésorerie vaudra la même chose qu'avec 2 millions de dettes. Pour réintégrer ces dimensions essentielles, il y a deux options. Soit le niveau d'endettement de l'entreprise est constant dans le temps, et donc il vaut mieux choisir comme intermédiaire de gestion le résultat courant avant impôt que l'excédent brut d'exploitation ou le résultat d'exploitation, intégrant les frais financiers dans la valorisation. Soit l'évaluation est faite à un instant donné, et alors il conviendra d'augmenter la valorisation de l'exploitation par la trésorerie excédentaire, c'est-à-dire celle dont on n'aura pas besoin dans l'année à venir, et de la réduire du montant de toutes les dettes financières, court, moyen ou long terme. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous suggère de prendre un cachet avant de vous lancer dans vos calculs. Techniquement là, pour les survivants aux 10 premières diapositives, je devrais me lancer dans une explication de la méthode DCF, incroyablement plus complexe que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Comme depuis 2008, j'ai lu un peu plus de 1000 plans de financement, mon expérience est que sauf si vous travaillez dans le service fusion-acquisition d'une grande banque ou d'un grand groupe, les chances qu'une telle évaluation soit faite correctement et comprise par le destinataire sont infimes. Elle ne sert notamment à rien pour les startups où les données de base sont tout à fait aléatoires. La méthode DCF permet juste d'aller plus loin dans la réflexion sur le ratio rentabilité sur valeur du capital. Elle considère que l'achat d'une action est un investissement à un temps donné, et que le retour est constitué de l'ensemble des liquidités générées par l'entreprise sur la durée de vie d'une action, c'est-à-dire à l'infini. En termes de flux, on en revient à la réalité des mouvements de trésorerie. Pas d'amortissement, mais des investissements et un besoin de fonds de roulement fluctuant. En termes de durée, on ne se fixe pas de limite, mais on lie retour financier et investissement immédiat à une valeur actuelle nette.
En plus de détails, la méthode DCF considère les flux de trésorerie issus de l'exploitation. Le résultat d'exploitation, moins l'impôt sur les sociétés, donc, auquel on rajoute l'amortissement qui, lui, n'a jamais été réellement payé. À ces flux de trésorerie d'exploitation, dérivant du compte de résultat, on rajoute les besoins liés au bilan, l'investissement et le besoin en fonds de roulement. Enfin, à partir d'un certain temps, 5 ans par exemple, on considère que la croissance de l'activité est maîtrisée et que l'investissement est constant pour maintenir ce niveau d'activité. Mathématiquement, on peut donc trouver une valeur de continuation correspondant à cette activité stable d'aujourd'hui à la fin des temps. L'actualisation de ces flux de trésorerie donne une valeur espérée à aujourd'hui des retours générés par l'entreprise. De plus, si cette valeur est supérieure à celle nécessaire pour acheter le capital de l'entreprise, c'est une bonne affaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur la méthode DCF, simplement pour que vous compreniez mieux sa philosophie. Si elle demeure très complexe, son approche est dans le prolongement de l'évaluation de la puissance des entreprises dont la vision a fortement évolué depuis 40 ans, comme nous l'avons vu précédemment. Au final, pour valoriser le capital d'une entreprise, il existe plusieurs méthodes. Les méthodes statiques ne reflètent pas l'activité économique d'une entreprise, mais peuvent être utilisées comme valeur plancher. Les méthodes dynamiques permettent quant à elles d'intégrer la dimension de continuation. Ces méthodes, souvent focalisées sur des multiples ou des ratios d'intermédiaires de gestion comptable, ont beaucoup évolué avec le temps. Quelques méthodes que vous reteniez. Il faut toujours garder à l'esprit à quelles données vous l'appliquez. Pour une PME solide, les multiples de rentabilité suffiront. Pour un groupe coté, une méthode DCF plus complexe sera plus appropriée. Pour une start-up, le champ des possibles sera important. Et nous mettons ici le doigt sur un point important. Hormis pour les entreprises cotées, les ventes d'actions se font de gré à gré, c'est-à-dire au prix convenu entre les parties. Si les méthodes d'évaluation sont nécessaires pour cadrer la négociation, il faut que les entreprises comprennent comment raisonnent les investisseurs auxquels elles veulent vendre leurs actions pour se financer. Ce sera l'objet du troisième volet de notre formation, valoriser pour qui? Voilà qui conclut cette vidéo dont nous espérons qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à apprécier, commenter ou nous poser des questions sur notre site par exemple. Excellente journée à vous et à bientôt.